Avant de commencer cet épisode, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vos campagnes de publicité Facebook sont correctement optimisées pour générer de la croissance? Si vous en doutez ou si vous avez besoin d'un regard extérieur, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour en discuter en passant par le lien suivant: dhsdigital.eu/audit. Je vous proposerai un audit complet sur base de 7 critères pour évaluer vos efforts publicitaires. Encore une fois, rendez-vous sur dhsdigital.eu/audit pour me parler de votre projet. Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même: vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast sur Pinterest avec Nathalie Delot. Si vous avez écouté la première partie de cet épisode, vous savez qu'on a parlé de la plateforme Pinterest et ce qui fait qu'elle est extrêmement intéressante pour de nombreuses marques e-commerce, à la fois par son audience, par les fonctionnalités qu'elle propose aux marques, mais aussi par la puissance du trafic organique généré par ce réseau social ou également moteur de recherche, comme le disait Nathalie. Évidemment, ce qui nous intéressait aussi pour ce podcast, c'est la plateforme publicitaire de Pinterest. Je vous avoue que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que chez DHS, on pense tout doucement à diversifier les leviers d'acquisition de nos clients et il se trouve que Pinterest Ads intéresse de plus en plus nos clients. J'ai donc posé toute une série de questions très pointues à Nathalie sur le sujet. Donc d'abord, comment est-ce qu'on crée des campagnes sur Pinterest Ads et quelles sont finalement les différences avec Facebook? Comment est-ce qu'on va cibler une audience? Quels sont les formats proposés sur Pinterest pour faire de la performance, mais également pour faire de la notoriété? Est-ce qu'il est possible de recycler son contenu Facebook et Instagram pour des campagnes Pinterest Ads? Est-ce que le format vidéo est aussi populaire sur Pinterest que sur Facebook en termes de publicité? Au niveau de l'UGC, est-ce que c'est un contenu qui a du succès sur Pinterest, un peu comme sur Facebook et sur Instagram? Comment fonctionne le reciblage sur Pinterest et est-ce qu'il existe un format de publicité dynamique comme sur Facebook? Et après, il y avait encore d'autres petites questions techniques auxquelles Nathalie a répondu, notamment quelle fenêtre d'attribution choisir pour analyser ses résultats? Est-ce que les paniers moyens sont plus élevés sur Pinterest par rapport à d'autres plateformes ou est-ce que finalement c'est la même chose? Et est-ce que Pinterest a connu les mêmes problèmes que Facebook avec la mise à jour d'iOS 14? Donc voilà, beaucoup de questions auxquelles j'ai eu des réponses très précises, donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la suite de ma conversation avec Nathalie. Allons-y, est-ce que tu peux nous parler de la plateforme publicitaire de Pinterest, c'est-à-dire son fonctionnement, et j'aimerais bien peut-être qu'on s'attarde un peu sur les coûts avant de vraiment parler de la création d'une campagne, parce que les coûts sur Facebook, ça commence vraiment à être élevé, surtout en Europe. Enfin, déjà beaucoup aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe. Et ici, sur Pinterest, j'ai aucune idée si c'est des coûts élevés ou pas. Ouais, bah là c'est la bonne nouvelle. Coût publicitaire, globalement, c'est 3 fois moins cher que sur Facebook. Okay. On est de 1 à 3 euros pour 1000 impressions au niveau francophone. Et on va être plus autour des 3 euros dans le monde anglophone parce qu'il y a plus de compétition, mais ça reste quand même beaucoup moins cher. Ouais, c'est bon marché. Ouais, c'est bon marché, donc ouais, c'est pour 1000 impressions. Après, la plateforme publicitaire Pinterest, elle se rapproche de ce qu'on peut observer sur Facebook, c'est-à-dire qu'on a le choix. Voilà, on a le choix de l'objectif de campagne, on en a 5. Il y a notoriété de marque, vue de vidéo, intérêt, anciennement trafic. Donc ça, c'est comme sur Facebook, on fait du trafic. Ouais. Mais ça a un intérêt aussi, c'est pas juste du trafic, je vais te dire pourquoi. Et on a la conversion, bien sûr, et les ventes par catalogue, ce qui va être le catalogue shopping, avec le retargeting dynamique. Ouais, c'est très clair. Voilà. Donc après, c'est un processus en 3 étapes, comme sur Facebook Ads. Là, pas de différence. On a l'objectif de campagne, le groupe d'annonces dans lequel on va sélectionner notre audience, et la publicité elle-même en bout de course. Donc tu me confirmes qu'on peut avoir plusieurs audiences dans une campagne et plusieurs publicités par audience? Oui, plusieurs audiences et plusieurs publicités par audience, exactement. Donc, au niveau du budget, là, ça a changé depuis l'an dernier. Maintenant, on est uniquement sur du CBO, donc Campaign Budget Optimization, le budget au niveau de la campagne. Ouais. Avant, on pouvait régler ça au niveau des groupes d'annonces. Maintenant, ça se passe comme ça. Donc, on décide de rien, quoi. Donc, on laisse Pinterest décider, quoi. C'est ça, mais plus ou moins, parce qu'après, on va pouvoir gérer au niveau du coût par action, coût par achat, au niveau du groupe d'annonces. Là, on va pouvoir, en fait, on a au niveau du groupe d'annonces,
soit on laisse en automatique, soit on ajuste un coût par achat. Okay. Donc comme une enchère. Et c'est quelque chose qui est fréquent ou non? Ouais, moi c'est ce que je conseille notamment parce que quand on laisse en automatique, ça va évidemment tout dépenser sans forcément qu'il y ait de rentabilité derrière. Alors que le CPA, ça va permettre de contrôler les coûts et de dire, en fait, OK pour dépenser le budget, mais dans la mesure où un achat me coûte tant. Alors, et ça, c'est au niveau de l'audience. C'est au niveau de l'audience qu'on fait ça. Oui, ça c'est au niveau de l'audience, ouais, qu'ils appellent groupe d'annonces. Ok, et tu commences systématiquement par là c'est hyper intéressant, tu commences systématiquement par le manuel, ou alors tu laisses en automatique au début pour découvrir tes coûts par achat et puis après tu mets des enchères manuelles ou tu fais l'inverse? Alors en fait, la première fois, on va être obligé d'avoir un objectif intérêt, donc anciennement trafic, pour Ah oui, débloquer l'objectif conversion. donc quand même, Ce ouais. fameux système de déblocage, voilà. Bon, je sais qu'apparemment sur Snapchat, ça se fait plus, mais ici ça se fait. Et dans 98% des cas, il va falloir en passer par là. Donc cet objectif d'intérêt. Et en fait ici, je dirais que l'erreur à éviter, c'est de considérer qu'on veut uniquement débloquer l'objectif conversion avec cette campagne en trafic et l'arrêter aussitôt que c'est fait. Parce qu'en fait, avec un objectif trafic et une audience suffisamment large, ça va nous permettre justement d'avoir un premier aperçu plutôt pertinent des audiences qui matchent avec notre produit ou notre service. Donc, Ok. on va C'est une sorte pouvoir de campagne après... découverte. Voilà, exactement. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir ces audiences quand c'est la première fois qu'on est sur Pinterest Ads. On ne sait pas encore si finalement le bricolage a peut-être bien fonctionné plutôt que la mode ou plutôt les mariages ou la célébration. Eh bien, de faire une audience très large en intérêt, déjà, ça va nous coûter encore moins cher que la conversion achat qui est déjà assez peu cher, hein, 2 euros à peu près. Pour mes impressions. Donc voilà, et puis en prenant une audience assez large, après on va splitter nos intérêts pour voir lesquels fonctionnent le mieux. Et on n'est pas à l'abri aussi de faire des achats avec un intérêt, avec une campagne en trafic. Donc voilà, Bonne donc nouvelle. c'est quand même intéressant. Ouais, mais tu mets Et combien de budget là-dessus sur une campagne pareille? Ça pourrait faire peur des annonceurs, se dire ouais, je vais tester avec ça, mais en fait, je sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir avoir l'objectif conversion. en fait, l'objectif conversion, il va se débloquer au bout de, en général, c'est 24 à 48 heures. Ah ok, d'accord. Et donc c'est assez rapide. Et ce qui compte, c'est de faire un achat assez vite, puisque au départ, quand on fait de la conversion, ils vont nous proposer l'ajout au panier, conversion ajout au panier et Comme conversion événement achat dès d'optimisation. l'instant. Voilà, dès l'instant que l'événement va être déclenché, on va pouvoir aller sur paiement final. Ouais, mais si l'événement a déjà été déclenché de manière organique, il n'est pas Oui, disponible pour la conversion? si, justement, en organique, ça fonctionne aussi. S'il a été déclenché en organique, Ok. ça va fonctionner. Ouais, oui. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. En fait, il faut installer bien évidemment un tag, une sorte de pixel Pinterest, ou comment vous l'appelez, le Oui. tag? La balise, ouais. La balise, pardon. Et c'est quelque chose qui s'installe facilement, je suppose, avec des sites Shopify ou des sites WordPress Ouais, tout en à fait. WooCommerce? Ouais, sur Shopify, c'est très simple. Il suffit d'aller dans l'App Store de Shopify, chercher l'application officielle de Pinterest. Ouais. Et depuis l'an dernier, donc c'est plutôt récent aussi, on peut vraiment intégrer le catalogue shopping, ce qui n'était pas le cas avant, et la balise, disons qu'elle traque maintenant tout, que ce soit visite, ajout au panier et achat, alors qu'avant on était obligé de passer par une autre application, notamment en France, parce qu'il n'y avait pas l'application officielle Shopify, enfin Pinterest en France par exemple. Donc on passait par une autre application comme Magic Pinterest Pixel, mais qui traquait pas forcément tout d'ailleurs. Les ajouts au panier des fois étaient oubliés. Ouais. Donc c'est Ouais, beaucoup mieux. c'était quand même un peu le Far West, on va dire, hein. Il y Ouais, avait des ouais, ouais, applications ouais. qui marchaient qu'à moitié, alors que là Ouais, c'est maintenant ça. c'est un peu plus clean. Ouais, Sur quand même. Shopify, là on parle beaucoup de Shopify Sur parce que Shopify, Shopify c'est ouais, le CMS numéro 1 pour l'e-commerce, on le dira jamais assez. Donc évidemment clairement. c'est le top pour Pinterest aussi. Ah ben Ouais. Après, sur WordPress, WooCommerce, ouais, on a aussi la possibilité de mettre balise. Après, je travaille moins là-dessus. J'ai bossé avec une boîte qui avait du WordPress plus un Typeform, mais là, il a fallu passer par le Google Tag Manager et c'était un peu tricky. C'était quand même, il fallait trouver la solution. C'est sûr que c'était un peu plus complexe de tout traquer que sur Shopify.
Ok, je comprends. Bon, bah écoute, ça sur le coup, Ouais. la balise Pinterest, il faudra peut-être se renseigner en fonction de votre CMS. On va pas trop s'attarder dessus. Par contre, on peut s'attarder sur les audiences. Comment est-ce qu'on cible une audience sur Ouais. Pinterest? Quelles sont les différentes façons de faire? Et bien sûr, faire des parallèles avec Facebook si c'est possible. Oui, oui, oui. Bah, on va avoir aussi le choix des audiences. C'est basé sur des intérêts, d'une part. Donc, il y a une vingtaine d'intérêts, ce qui est quand Ah, même seulement? Enfin, je veux là dire, c'est par rapport à seulement, Facebook, oui. il n'y en a Ouais, il y en a ouais. plus? Alors, vingtaine de gros intérêts avec des sous-intérêts et des sous-sous-intérêts. Par Ok, exemple, on va avoir mode femme, et puis en dessous, on va avoir tous les différents sous-intérêts de la mode femme qui vont être les euh, les bas, les hauts, les etc. Enfin, et en dessous des sous-sous-intérêts. Donc il y a ces intérêts-là. Ouais, clairement une vingtaine, c'est beaucoup moins que sur Facebook. Là, c'est sûr qu'on a un niveau de précision qui est moindre par rapport à Facebook. On va pas, par exemple, pouvoir cibler les revenus de temps à temps, les parents d'enfants de tel âge à tel âge. Là, on va pas pouvoir le faire. On va être plus large, vraiment plus large. Et il vaut mieux cibler plus large d'ailleurs, surtout je pense en francophonie, où ouais, les audiences sont pas pas énorme, les ouais. mêmes au niveau des tailles que dans le monde anglophone. Mais du coup, c'est Et quoi la puis, stratégie? Si tu es par exemple dans la mode, est-ce que tu vas forcément cibler l'intérêt mode ou tu vas plutôt être plus segmenté au début? ouais, bah tu peux tout sélectionner, mais tu as intérêt aussi à sélectionner les sous-intérêts et les sous-sous-intérêts, puisqu'après ça va te permettre, quand tu analyses tes campagnes, si tu veux, de splitter un petit peu tout ça et de voir ce qui a mieux fonctionné quand tu les sélectionnes, en tout cas, hein. Parce que si tu les Ah OK, sélectionnes donc pas, si tu, prends, par exemple, euh, dans la mode, si tu prends, allez, tu je vais coches aller en fait. j'en coche Tu plusieurs et vas après tu cocher. peux voir, 1 semaine plus tard lesquels ont le mieux fonctionné dans l'audience. Voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est en les cochant. dès que Facebook Donc se ça, c'est renseigne pour faire pareil, hein. intéressant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben oui, parce que sinon t'as pas trop de vues sur le gros intérêt. Donc là, ça va permettre de voilà d'avoir une vue sur ce qui fonctionne exactement. Il y a aussi une case qui là est pas intéressante, je sais, sur Facebook, mais qui va être plutôt intéressante sur Pinterest, c'est le ciblage élargi. Parce que, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, mais sur Facebook, le ciblage élargi, en gros, ça va te choisir des personnes qui ont parfois rien à voir avec l'audience, hein, il me Bah, en fait, semble, hein. pour moi, le ciblage élargi, c'est quand tu mets aucun intérêt. Ah, d'accord, ok. Oh, oui. Ben, ici, le ciblage élargi, ça va te permettre d'ajouter à ton audience des personnes auxquelles tu n'aurais pas pensé, mais qui peuvent, mais Oui, l'algorithme est suffisamment intelligent. c'est l'extension du Oui. ciblage avancé. Ça veut dire qu'en fait, Ah, Pinterest comme Facebook, à mon avis, ils vont chercher des personnes en dehors de tes sélections de ciblage de base. Donc, par exemple, tu as mis mode, il va aller en dehors de oui. la mode et trouver des personnes. Je pense que c'est vraiment pareil. Ah oui, pour le coup, ouais. Oui, oui. D'accord, mais Mais, j'avais pas vu cette évolution chez Facebook, oui. mais par contre, en termes de stratégie, donc si vraiment tu lances une campagne, tu vas peut-être, Oui. admettons que tu vas dire, voilà, il y a deux audiences pour moi qui sont intéressantes, une audience mode et une audience, je sais pas, je passe à une autre idée, déco ou autre Ouais, par chose. exemple, Et beauté. beauté, Et oui, voilà, du coup, tu et peux tu dire, ok, sélectionnes. je vais avoir deux audiences. Il y a 2 audiences, mais dans les 2 audiences, tu coches plusieurs, intérêts qui pourraient être intéressants Voilà. dans ce Ouais, secteur-là. c'est OK. ça, c'est ça. Donc tu vas par exemple faire une audience mode avec les intérêts sur les articles de sport, une autre audience mode avec des intérêts sur je sais pas, des articles maillot de bain, et puis ainsi de suite. Et ce que tu peux faire aussi, c'est les mots-clés. En fait, justement, on a comme ça une logique un peu hybride entre Facebook et Google sur Pinterest, puisqu'on va avoir aussi la possibilité de cibler par mots-clés. Alors, soit juste les mots-clés, donc on va se faire un Ah groupe oui, d'annonces uniquement basé sur des mots-clés, ou ouais. soit les deux, c'est-à-dire intérêt plus mots-clés. Moi, j'ai Ah essayé aussi les deux, et ça peut être intéressant, surtout sur des niches très compétitives comme la décoration. C'est vrai que si on tape sur l'intérêt de décoration qui va être très très large pour le coup, qui va prendre les trois quarts ouais. des personnes sur Pinterest, Beh, oui. il vaut mieux à ce moment-là affiner avec des mots-clés. D'accord, on peut affiner avec des mots-clés et évidemment, on peut voir la taille de l'audience et se dire: «OK, là, Oui, je sais pas, j'ai 15 millions alors qu'il y a 19 millions de personnes, c'est quand même bizarre». c'est ça. OK, mais il y a une autre question qui me revient en tête, c'est un peu technique, mais quand tu choisis mode, par exemple article de sport et encore un Oui. autre sous-intérêt, tu le mets dans le Oui. même groupe ou dans 2 groupes différents?
Si tu choisis, alors tu vas mettre dans 2 groupes différents. Par exemple, ça dépend de la taille d'audience. C'est vrai Ça qu'il dépend faut de la que ce soit taille. suffisamment large aussi. Ok. Il vaut mieux avoir un minimum 500 000 personnes dans une audience 500 000. sur Pinterest. Ok. Oh, oui. Et Et le, vraiment minimum. et le ciblage Ouais. élargi, tu le fais tout le temps ou tu le coches seulement dans certaines situations? Ben, c'est pas mal. Moi, je le fais tout le temps parce qu'en fait, ça permet, si vraiment on s'est planté, de récupérer quand même des ventes, des achats sur des catégories auxquelles on n'aurait pas pensé. Ah bah parfait. Donc ouais, c'est plutôt positif. Non, vraiment. Au début, j'étais assez méfiante parce que sur Facebook, moi, ça n'avait pas fonctionné ce type de ciblage. Mais ici, ouais, c'est pas mal du tout. Après, l'inconvénient de cocher cette case, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quoi ça s'est tombé au final. Ah oui, c'est comme Ouais, Facebook, c'est une boîte noire. Ok, c'est ben c'est ça. clair. Donc ciblage par intérêt avec éventuellement ciblage élargi, ciblage par mots-clés pour soit de segmenter, soit de faire un groupe d'annonces spécifique avec que des mots-clés. Et Oui. enfin, est-ce qu'il y a aussi une sorte de lookalike dans Pinterest? Ouais, tout à fait. Alors sur Pinterest, ils appellent ça les act-like, audience act-like. Bon, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir uploader nos visiteurs. Enfin, on va pouvoir uploader plutôt créer des audiences de visiteurs à l'aide de la balise visiteurs, ajout au panier, achat aussi. On va pouvoir uploader cette fois-ci le fichier client et à partir de là créer des audiences similaires. Euh, Donc les audiences similaires, après, c'est un peu pareil que sur Facebook là aussi. On va choisir le pays et la taille en pourcentage de cette audience-là, donc de 1 à 10%. ouais. Et sur Pinterest, comme évidemment, par exemple, je pense à la francophonie, les audiences sont pas aussi grandes que sur les États-Unis. Là, à ce moment-là, on vaut mieux partir sur 1%, 5%, 10% pour qu'il y ait vraiment des différences parce que entre 1 et 5%, si on prend 2%, ça va pas être hyper énorme comme différence. Ah oui, donc en fait, tu fais trois audiences différentes, une à 1, une à 5 et une à 10. Mettons, ouais, Ok, c'est ça. ok. Et donc on a ça, les audiences lookalike, voilà, oui, c'est audience lookalike sur les visiteurs, ajout au panier, mais il faut quand même pas mal d'occurrences pour faire une audience lookalike. Par exemple, on peut faire aussi avec les interactions avec le compte Pinterest lui-même, Ça me paraît intéressant, ça, les parce qu'il y a des interactions. comportements d'achat. C'est ça, ouais, vraiment. Par exemple, on peut aussi sélectionner une épingle en particulier. On dit, voilà, cette épingle, elle a eu beaucoup Au top. d'impressions, Ouais. elle a généré de l'achat. En plus, là, on refait une campagne sur un produit similaire. On va prendre une lookalike sur toutes les interactions par rapport à cette épingle-là. Bon, Ouais, ben, Facebook a beaucoup d'inspiration à prendre parce que c'est des fonctionnalités dont on rêve pour pouvoir cibler une publication en particulier ou une vidéo. c'est vrai. Enfin, une vidéo, on Ouais, peut. Une vidéo, on peut, pardon. On peut, mais pour seulement ouais, les ouais. personnes qui ont vu la vidéo. Ok, Ouais. ben, c'est clair pour moi. Et au niveau des formats, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de formats ou ça reste limité? Alors niveau format, eh bien, je dirais plus c'est long, mieux c'est, mais plus ou moins, parce qu'en fait, le format qui est préconisé par Pinterest, c'est le 1000 par 1500, donc ce qui est un format un peu hybride, ce qui est un peu embêtant quand on est sur d'autres plateformes, parce qu'on se dit, ok, là j'ai du 1000 par 1080 par 1920 en story, à la limite je peux le recycler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire finalement. Si, par exemple, j'ai du 1080 par 1920, autant essayer de le recycler sur Pinterest. Par contre, ce format-là, alors ce qu'ils disent, c'est que ils vont un peu moins le diffuser, soi-disant, que le format standard 1000 par 1500. Mais en fait, de ce que j'observe, c'est qu'il est surtout plus impactant puisqu'il prend plus de place dans le fil. Donc tout ce qu'on pense. Il y a Donc, même des formats encore plus longs aux États-Unis, des personnes qui font du 1000 par 2000 avec à ce moment-là une vidéo au centre, un call to action en bas, un titre, mettons une offre juste en haut, et là on est ah vraiment oui, sur du vertical, oui. oui, mais quand tu dis le format 1000, 2000, c'est une vidéo qui fait ce format-là et encore en dessous, t'as du texte ou Ouais, dessus, c'est je comprends ça. pas bien. Souvent t'as une vidéo verticale, mais bon, c'est difficile d'avoir une vidéo en 1000 par 2000 parce que c'est compliqué Ouais, à c'est bizarre, traiter. ouais. Ouais. Mais à ce moment-là, tu vas rajouter, mettons, une image en bas, une offre, un bouton d'appel à l'action, du texte en haut aussi.
Donc, tu t'arranges pour que ça prenne un maximum de place. Et aux États-Unis, c'est ce qui se fait en ce moment, comme il y a un peu plus de compétition qu'en francophonie. Et eux, ils tirent leur épingle du jeu comme ça, en faisant des formats très verticaux. D'accord, donc intéressant. Franchement, là, Alors, sur le coup, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'arrive pas à me l'imaginer, donc je vais pas en dire de bêtises. Mais concrètement, c'est un format qui est long et qui peut mixer images et vidéos, ou j'ai dit une bêtise? oui, oui, oui. Par exemple, sur Canva, c'est pas compliqué à faire. Mettons que tu vois là, tu sélectionnes un format 1000 par 2000. Tu vas téléverser ta vidéo sur ce format. Et puis, en bas, par exemple, si tu as une offre, je sais pas, 2 achetés, 1 offert, tu vas mettre les visuels de tes 2 produits, plus le troisième Ouais, offert. ouais, ok, je vois. En Ouais. haut, tu vas avoir un peu de place pour ajouter le nom de ta marque ou autre chose. Donc ça devient, bon, c'est pas de l'infographie, mais ça devient quand même un format un peu Et est-ce mixte. qu'il y a Voilà. est-ce qu'il y a des applications comme Canva qui permettent de créer ce genre de format-là facilement, sans forcément de devoir Ouais. aller sur la suite Adobe? Ouais, ouais, complètement. En fait, simplement sur Canva, que j'utilise beaucoup, hein, tu sélectionnes ton format, donc mettons là 1000 par 2000, hein, c'est très grand, enfin c'est très haut. Et là, comme je disais, tu téléverses ta vidéo, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à penser que Canva c'est que du visuel, mais de plus en plus ils Ah font non, de non, ouais. l'animation et de la vidéo. Et maintenant, tu peux vraiment téléverser une vidéo que tu as sur ton ordi en format MP4, tu l'ajoutes sur ton visuel, et puis tu vas rajouter des petits éléments au-dessus et en dessous. Ensuite, la télécharger au format MP4 et hop, c'est bon. Ok, c'est compris. Je sais que sur Canva, on peut faire ça maintenant et que c'est de mieux en mieux. Oui, Et donc, ouais, ouais, pour ouais, conclure c'est ça. sur Pinterest, les formats, en gros, c'est soit des images, soit des vidéos, soit un mix des deux. Est-ce que tu as une sorte de format carrousel ou collection comme sur Facebook? Alors oui, 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 tout à fait. Et en fait, ça peut très bien fonctionner, par exemple, en retargeting. Quand on a des variantes d'un même produit, on peut mettre jusqu'à 4 épingles comme ça en carrousel. En carrousel, Donc ouais. Ouais. voilà. Et là, ça va être du visuel, Et uniquement du collection visuel, par contre. avec les produits du catalogue qui sont en dessous du Ah oui. visuel, est-ce que ça existe ou pas? Alors ici, collection, c'est plus, je pense au catalogue produit quand en Ouais, fait en retargeting dynamique. À ce moment-là, oui, en fait, on va avoir un objectif de vente. Alors c'est l'objectif exactement, parce que moi je l'appelle objectif shopping, mais en fait c'est marqué vente par catalogue, ouais. cet objectif-là. Et on va pouvoir faire de la publicité sur notre inventaire de produits, donc justement en retargeting dynamique sur les visiteurs, les ajouts au panier depuis 14 jours, mettons, Ok, ouais, c'est avec compris. ce catalogue. Avec ce Donc catalogue, mais un voilà, et format recibler. qui est une sorte de carrousel ou Oui, c'est où il y ça. en a d'autres? Ok, ça marche. Alors il y a le format, non, c'est aujourd'hui c'est que carrousel. Ok. Et est-ce que le carrousel, tu peux le faire sans le catalogue ou tu es obligé d'avoir un catalogue pour le faire? Ouais, tu peux le faire aussi sans le catalogue, mais à ce moment-là, ce sera un objectif de conversion et tu vas faire ton catalogue toi-même avec tes jusqu'à 4 visuels Ok, c'est compris. en voilà, visuels. Ouais, ouais, c'est ça. Et une dernière question, les épingles de type idée, ça se fait aussi en publicité ou rien à voir? Non, pas encore. En fait, malheureusement, c'est pas encore le cas et ils ont pour projet de le faire apparemment, donc de pouvoir de sponsoriser et ce sera tout à l'honneur des marques qui ont déjà fait de l'organique, qui savent déjà ce qui cartonne chez elles Ah ouais, ouais, en c'est clair. épingle idée et qui pourront ensuite partir sur de la publicité. Donc vraiment, c'est bien. Je dirais qu'en fait aussi, l'épingle idée aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que à la fin de l'épingle idée, on redirige vers le profil et pas vers une page du site web. Donc au final, les Ah oui, épingles idées, ouais. l'algorithme les adore, mais ça apporte des abonnés plutôt que vraiment des clics, Ok. même s'il y a quand même des personnes qui vont aller sur le profil et cliquer sur le lien pour aller sur notre site, mais globalement, ça apporte plus d'abonnés. Ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça change tout si ça redirige vers le profil et pas vers le site. Mais bon, ça, on ne Oui, pouvait pas savoir et c'est vrai qu'il y c'est a vrai, tellement de trucs qu'on aurait pu c'est dire ça. là-dessus.
Mais je dirais, c'est pour ça, peut-être là-dessus, se dire qu'il vaut mieux adopter une logique où on fait à la fois des épingles idées et des épingles classiques, même si on sait que les épingles idées elles vont être favorisées par l'algorithme, toujours avoir les deux pour au moins rediriger, parce que ce qu'on veut, c'est du trafic, et justement, Pinterest permet d'avoir du trafic à peu de coûts sur ton site web. Ouais, il paraît que Pinterest, pour avoir du trafic organique, c'est le top, surtout dans les secteurs très visuels, comme la déco. Voilà, oui. Et en publicité sur Facebook, on dit souvent que la vidéo, enfin c'est même pas qu'on dit, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui la vidéo c'est un format qui performe à la fois pour vendre des produits, pour la notoriété, pour montrer des clients aussi, faire de l'UGC. Est-ce que sur Pinterest on observe les mêmes choses en publicité, je dis bien, avec la vidéo par rapport au statique? Oui. Alors, il y en a de plus en plus. Au début, en 2020, quand j'ai fait de la publicité, c'était immédiatement en vidéo, et comme j'étais une des rares, c'était pas si courant de faire de la vidéo, alors elle ressortait vraiment sur le fil. On voyait que ça. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, il faut non seulement faire de la vidéo, mais être impactant dans les premières secondes, hein. C'est le cas aussi sur les autres plateformes. Et ce que je te disais aussi, c'était que le taux de complétion des vidéos, les gens les regardent globalement plus en entier que sur d'autres plateformes. Ils sont plus attentifs. C'est aussi parce que le public, peut-être, hein, c'est moi qui peut-être fais des conclusions, mais il est plus âgé, donc il scrolle peut-être moins vite que les personnes sur TikTok. Donc ils vont être plus attentifs, un peu plus attentifs aux vidéos, mais globalement ça marche bien sur des formats courts de 15 secondes. Et au niveau des formats type UGC, oui, aussi l'avis du ou des clients, à condition de sous-titrer la vidéo, parce que sur Pinterest, il n'y a pas de son par défaut. Donc, autant, par exemple, je sais que sur Snapchat, c'est intéressant d'avoir justement du son. Sur Pinterest, s'il y a éventuellement pas de son sur sa vidéo, c'est pas très grave, du moment où on va sous-titrer. Ouais, donc, mais ça fait bizarre une vidéo où on voit une personne où on ne peut pas l'entendre parler. Enfin oui, après on peut activer le son, mais... Après, c'est ça, faut vraiment cliquer sur l'épingle pour déclencher le son. Bon, on peut avoir le son, bien sûr. C'est toujours un peu chiant. Bon, c'est toujours intéressant de le mettre quand même. Mais moi, l'UGC, j'imaginais plus que c'était une sorte de format unboxing, ou alors où on voit les mains de la personne qui est en train de manipuler le produit ou le mettre sur soi. Est-ce que c'est ce genre de choses qui cartonnent en publicité, c'est-à-dire d'avoir un truc très UGC sans forcément que ce soit un témoignage, mais que ce soit le client qui montre son utilisation du produit? Oui, c'est plutôt ça, oui. Oui, parce que là, ça reste visuel, c'est pareil, les gens veulent voir le produit en action ou sur la personne. Ouais, ils aiment bien. Ouais. Et puis un autre format, c'est je dirais le simili UGC, c'est-à-dire en fait faire soi-même une publicité, montrer le produit en action, mais sans bouton d'appel à l'action, sans marketing autour, si on peut dire, juste comme si on postait un simple visuel à propos d'un produit, et éventuellement avec un titre du type regardez ça. Bon, ça peut être une forme d'UGC qui fonctionne, mais qui est en fait créé par la marque. Qui est créé par la marque, ok. Donc je vois ce que tu veux dire, c'est hyper intéressant. Je suppose qu'il y a des articles qui doivent expliquer sur Internet les types de formats qui marchent sur Pinterest Ads. Si jamais tu en as, n'hésite pas à me les donner pour que je puisse les mettre dans les notes de l'épisode, parce que c'est tellement de partie visuelle et on n'a tellement pas l'habitude de voir des pubs sur Pinterest que honnêtement, pour moi, c'est un peu difficile de bien rebondir sur ces points-là. Ouais, je comprends. Ouais, c'est parfois un extraterrestre, Pinterest. Ouais, je doute. C'est pas toujours bien connu. Ouais. Bon, on veut bien les exemples du coup. D'accord. Par contre, sur le retargeting, ça, je pense, j'aurais moins de mal à me débrouiller, à poser mes questions. C'est finalement comment ça fonctionne. Est-ce que c'est similaire à Facebook en termes de... est-ce qu'il faut faire une campagne séparée pour le retargeting? Est-ce qu'on a toutes les audiences qu'on veut comme dans Facebook? Ou il y a des trucs qui sont différents? Globalement. Ouais, globalement, on peut faire la même chose. Là, il n'y a pas tellement de différence. On peut faire du retargeting sur les visiteurs, sur les ajouts au panier, sur les achats. On va créer ces audiences dans un onglet spécifique sur les audiences, là, comme sur Facebook. On va uploader son fichier client. Par contre, le retargeting sur je sais pas si c'est ce qui fonctionne sur Facebook en ce moment, mais je sais que à l'époque où je faisais la publicité sur Facebook, c'était du retargeting des fois à 3, 5, 7 jours, donc c'était assez court.
Sur Pinterest, c'est beaucoup plus long. Il faut laisser vraiment le temps aux personnes de revoir nos publicités. Et là, on va mettre des retargeting plus longs, jusqu'à même 30 jours, voire 60 jours. Ouais, nous aussi. Donc, c'est dire Non, si... non, c'est 30-60 jours sur les audiences. Même en dynamique, c'est-à-dire pour le retargeting du type j'ai ajouté un produit au panier, est-ce qu'on va jusqu'à 60 jours ou est-ce qu'on va plutôt mettre 14 jours ou 30 jours? En ajout au panier, après ça dépend aussi de la niche. Si c'est une niche type achat impulsif, on va rester plus sur 30 jours. Si c'est de la décoration avec des articles à plus de 200 €, à ce moment-là, plus 60 jours. C'est vrai, ouais, je comprends. Ok, d'accord. C'est plus de ce côté-là. Et sinon, voilà, ouais, c'est globalement il vaut mieux avoir plus de plus de personnes dans une même audience. On peut même aussi mettre les visiteurs et les ajouts au panier ensemble. Ah oui, ok. Pour que ça marche mieux. Ouais. Mais dans Facebook, tu peux par exemple mettre dans un même groupe d'annonces, tu peux mettre 3-4 audiences, interaction Facebook, interaction Instagram, vue de vidéo et personnes qui interagissent avec les produits shopping. Est-ce que dans Pinterest c'est pareil ou alors tu dois faire des ensembles séparés? Ok. Oui, c'est pareil. On peut tout mettre ensemble. Et tu conseilles de les mettre ensemble ou de les séparer justement, par exemple séparer les interactions des visiteurs? Alors plutôt, je dirais les visiteurs, les ajouts au panier ensemble. Et par contre, les interactions, en fait, il va y avoir rapidement beaucoup de monde, surtout sur Pinterest, qui génère pas mal d'impressions. Donc, il vaut mieux les séparer, sinon ça va manger un peu le budget. Ça va, voilà, ça va être un peu, le budget va être mangé par les interactions. Et sinon, par exemple, faire une autre, carrément une campagne sur le retargeting dynamique. Oui, mais c'est exactement ma question. C'était ma question, en fait, tu as ta campagne de retargeting, voilà, la classique en conversion, et une autre en retargeting dynamique. En fait, là, c'est vraiment comme Facebook. Je m'y retrouve beaucoup là-dessus, quoi. Et en termes de répartition, tu fais du 75% sur l'acquisition et 25% sur le retargeting, ou c'est différent que Facebook? Oui, non, globalement, c'est ça. On peut même mettre un peu plus sur le retargeting parce que voilà. Mais non, oui, globalement, c'est ça. Ouais. Et puis, après, étant donné il faut prendre en compte aussi le retargeting dynamique dans son budget. Je sais qu'il y a des marques pour qui ça fonctionne très très bien, vraiment le retargeting dynamique sur le catalogue produit, quoi. Bien sûr, ouais. Et pour d'autres, on ne sait pas, quoi. Et pour d'autres, un peu moins. C'est-à-dire ceux pour qui ça fonctionne bien. Là, je pense à une marque qui, bon, maintenant, j'ai pas eu beaucoup d'interactions sur Pinterest, mais Pylone, par exemple, c'est les objets de décoration très très colorés. Eux, dès l'instant où ils n'avaient pas fait de publicité, ils ont uploadé leur catalogue produit, ils ont fait juste un retargeting dynamique et ils avaient des ROS de 16 juste en faisant ça. Alors je pense que ça se prête à certaines niches et pas forcément toutes. En tout cas, faut tester. Ok. Bah écoute, oui, j'allais dire aussi, ça dépend aussi de la qualité des produits dans le catalogue. Est-ce que c'est juste des fonds blancs? Est-ce que c'est est-ce que le produit est dans une situation? C'est important aussi, je pense. C'est ça aussi. Ouais, complètement. Bien, situation. Ok. J'avais une autre question sur l'algo de Pinterest. On dit qu'il est plutôt lent pour optimiser et attribuer des conversions en pub. Donc on le sait, quand on lance des publicités, les gens cliquent et puis après ils finissent par acheter. Et c'est seulement après que Facebook, Pinterest et tout le reste des plateformes nous disent tiens, c'est grâce à ma publicité c'est grâce à la publicité que c'est arrivé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le système de Pinterest? Est-ce que c'est vraiment si lent que ça? À quoi ressemblent les fenêtres d'attribution? Parce que c'est une question qui revient souvent. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même être patient, c'est la clé pour la réussite sur Pinterest. C'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. L'algorithme, il est quand même plutôt lent comparé à Facebook, mais l'avantage c'est qu'il est stable. Il y aura pas. D'ailleurs, j'ai entendu aussi. Vraiment par exemple, j'ai entendu parler de TikTok, comme quoi c'était en dents de scie. Là, pas vraiment, sauf qu'en fait, les week-ends, c'est sûr, ça va davantage fonctionner parce que l'audience, elle est très présente le week-end. Bien vu. Donc, il y aura plus de résultats le week-end et le mercredi, le jour des enfants, puisqu'il y a pas mal de mamans. Globalement, c'est en tout cas ce qui est observé. Et disons plutôt lent, et il faut mieux choisir en fait la fenêtre de conversion par défaut, elle est sur 30 jours.
Clic? Donc, oui, clic, vue, Aussi vu. Ah ouais, sur ouais, 30 c'est quand jours. même, ça c'est sympa Oui, ça. oui. OK. Ouais, c'est ça. Donc, et quand on analyse finalement ces résultats, il faut mieux analyser déjà sur des fenêtres de 7 jours, 14 jours, voire 30 jours. Oui, Et là, on est surpris en fait parce que quand on regarde juste les résultats de la veille, des fois on est déçu. On voit ouais, un ROS qui est pas top. Mais OK. quand on analyse sur les 7 derniers jours, toc, il y a des attributions qui se sont faites entre temps. Et là, on se dit, ok, je comprends mieux. En fait, je peux scaler. Mais voilà, c'est pas déjà c'est pas tous les jours, on se cale pas tous les jours parce que l'algorithme il aime pas trop les changements et pareil pour la modification du coût par achat sur les ensembles de publicité, c'est bien de jouer aussi un petit peu là-dessus si on veut scaler ses publicités, mais là il va falloir le faire vraiment maximum 2 fois par semaine, sinon ça Ouais, va un petit peu faut impacter pas trop les l'algorithme. bouger, quoi. Et tu les bouges, genre, je Oui. suppose, tu les mets plus haut pour dire de dépenser plus. Oui, ouais, ouais, c'est ça, par Euh, exemple. mais je voulais revenir sur les fenêtres d'attribution. Et là, contrairement à Facebook, on a vraiment le choix sur la fenêtre qu'on choisit. C'est-à-dire que par défaut, c'est 30 jours clics vus, Oui, etc. oui, Par contre, oui, si tu dis, tiens, j'aurais bien regardé mes ventes sur base d'une attribution 7 jours vus, 7 jours clics, pardon, oui, et 1 jour vu, comme Facebook, c'est possible. oui. Oui, c'est OK. possible aussi. Oui, OK. complètement. Oui, oui. Donc, Mais comme tu disais, ça oui, prend un peu de temps. Donc, si on lance une campagne aujourd'hui, on va oui, regarder peut-être la semaine prochaine et on n'aura pas le choix. Là, ce sera que sur base de 7 jours clics et 7 jours vus. On verra des c'est ça. résultats qui peuvent être bien ou pas Oui, bien. Et si on regarde encore une semaine après, on verra encore d'autres résultats qui pourraient être encore mieux en se oui. basant sur les pubs qui datent d'il y a 2 semaines. C'est ça qui. Oui, Enfin, alors, je comprends la il y a quand logique même en des termes d'analyse. indicateurs. Ouais, Oui, 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 mais il y a quand même des indicateurs à regarder entre-temps. C'est vraiment le CTR. bien Donc, sûr, ouais. le CTR sur la plateforme, quand il est supérieur à 1%, c'est en bonne voie. Ouais, En dessous de 1%, c'est pas top, hein. Globalement, il faut quand même changer son visuel. Et puis, il y a le pourcentage d'ajout au panier aussi. ouais, Donc, tout à fait. globalement, le pourcentage d'ajout au panier, s'il est supérieur à 3%, c'est aussi en bonne voie. C'est Et donc, ces deux indicateurs-là, finalement, pour CTR et ajout au panier, pourcentage vont d'ajout nous au dire... panier par rapport aux achats, tu veux dire. Par exemple, Ou- un achat et j'ai eu 30 ajouts au panier, par exemple. Ou c'est Ben, même pas ou c'est par autre chose. rapport aux visiteurs, par rapport aux Par rapport aux visiteurs. visiteurs, oui, c'est Oui. tu regardes, voilà, j'ai eu 100 visiteurs et j'ai eu 3 ajouts au panier, donc a priori, c'est que c'est une audience qualifiée. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. OK. Donc ça, c'est des Heu, indicateurs qui vont nous permettre de savoir si on est sur la bonne voie, parce que sur la bonne sinon, voie, non, c'est ouais. vrai que Mais c'est vrai mais qu'on va mais pouvoir attendre. mais alors pour résumer, quand tu analyses la performance de tes campagnes, tu vas pas regarder sur 2 jours, mais plutôt sur 1, 2 semaines au global pour voir, bon, finalement, cette audience-là, OK, ça fait 2 semaines que ça Ouais, tourne, j'ai dépensé 1 000 €, j'ai un ROS de 5 et du coup 5 000 € de revenus. Mais tu vas pas ouais. regarder, voilà, cette audience-là, hier et avant-hier, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres ou est-ce Mmh. que tu le fais quand même? Bah, tu peux le faire, hein, quand Tu même peux le pour faire, voir bien sûr. l'évolution. Est-ce que Ouais, c'est plutôt à la hausse, plutôt à la baisse? Mais c'est quand même mieux sur 7 jours, minimum de 7 jours, parce ouais, bien sûr. que Et ça va l'attribution. même te permettre, bah, de sélectionner aussi les créatives qui ont le mieux fonctionné. Donc là, sur les créatives, c'est plutôt conseillé d'en mettre, évidemment plusieurs. Tu peux aller jusqu'à 5, mettons, bah, tout dépend du budget, hein. Tu peux en Ouais, avoir 10, mais après, comme on dit, hein, ça ça dilue, forcément ouais. ça split entre les Ouais. différents créatifs, donc et 5 c'est déjà super, surtout si on arrive à en produire autant. Et, et donc après, une fois que tu as fait ça, mais sur 7 jours, tu vas commencer à optimiser en gardant celle qui fonctionnait le mieux, mais pas avant. OK, j'ai compris. Mais, enfin, en fait, pour moi, c'est une logique très similaire à Facebook parce que Facebook, on le dit maintenant, il faut plus regarder sur, les 2 derniers jours ou les 3 derniers jours. Ça indique très peu de choses à part si on met des très gros Ouais, budgets. Là, OK, là, c'est clair qu'on peut déjà regarder un peu plus ouais, et ouais, encore ouais, avec, ouais, les c'est attributions. ça. Parce que comme Mais il y a dans tous globalement, les ouais, enfin, moi, ouais, je veux ouais, dire c'est comme ça. dans tous les cas, quand tu lances une publicité, moi, ça me paraît logique, hein, pour la plupart des produits, à part les trucs vraiment qui coûtent pas cher, d'attendre quelques jours entre le moment où la personne a cliqué et le moment où elle achète, parce que ça peut prendre plusieurs jours. Encore récemment, j'ai Ouais, ouais, acheté ouais, des bars chez notre ami Anthony Bourbon, Feed. Bah, j'ai pris ouais. 3-4 jours avant de les acheter et je sais avoir cliqué sur une des publicités, mais j'ai Mmh. attendu, je sais plus pour quelle raison. Je pense que je voulais, prendre le temps le week-end de regarder un peu les Ouais, goûts qui allaient me plaire et j'ai seulement commandé le week-end, tu vois? Donc du ouais, coup, c'est ça. bah, j'ai attendu 5 jours, enfin 4-5 jours et donc même pour eux qui dépensent beaucoup d'argent, ça sert à rien de regarder leurs résultats, du mardi, Ouais. bah, le mercredi ou le jeudi, quoi.
Enfin, je sais pas si c'est clair Ouais, pour ceux qui nous vraiment. écoutent. Bah Ok. si, ouais, vraiment. En plus, eux, ils sont vraiment dans une logique de création de contenu aussi beaucoup en organique. Enfin, ils comptent pas sur le résultat à moyen terme au niveau marketing. En Puis je pense plus, ouais. que de plus en plus de marques finalement, aujourd'hui, étant donné la hausse des coûts publicitaires, je me dis on a plusieurs solutions en tant que marque devant nous. C'est soit de créer plus d'organique et du coup bah voilà, d'impacter de cette façon-là sur des nouvelles plateformes ou autres, soit de partir sur des nouveaux canaux d'acquisition comme Pinterest, comme Snapchat et d'y Ah, trouver je son trouve, ouais. public. Non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, hein. Après tout ce qu'on s'est dit, là, je suis vraiment convaincu que j'ai envie de tester plus pour mes clients en déco, mode, santé, sport, etc. Ouais. Même sport, je m'y attendais pas. Mais du coup, Ben oui, ça n'empêche pas que. j'ai envie de Ouais, dire dis-moi. aussi par rapport à ça que finalement pour les personnes hésitantes sur Pinterest, parce que voilà, elles se posent la question, est-ce que c'est une plateforme suffisamment grande, est-ce que voilà il y a suffisamment d'utilisateurs, mais tester en organique hein, vraiment, hein, parce que c'est pas des efforts qui sont perdus, étant donné que voilà la mise en avant d'un contenu c'est 4 mois, donc on se dit que les efforts sont pas vains. 20 millions de personnes, c'est pas rien quand même, je trouve. Je trouve que quand une plateforme commence à Oui, dépasser déjà le 15-20 millions, elle commence déjà à devenir intéressante pour les marques. C'est le cas pour TikTok. Maintenant, il y a 20 millions de personnes en France, peut-être même mais un peu oui, plus. oui, Donc, oui, Pinterest, oui, c'est quasiment pareil. Donc, c'est intéressant. c'est ça. Oui, oui. J'ai une autre question sur justement nos utilisateurs Pinterest. Est-ce qu'ils ont, euh, parmi les statistiques que tu vois au global, je dis bien, ou même pour tes clients en fait, est-ce qu'ils ont Mhm. tendance à dépenser plus, c'est-à-dire sur Pinterest, est-ce que tu observes des paniers moyens plus élevés que sur d'autres plateformes? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que oui, venez sur Pinterest parce que les gens ont tendance à dépenser plus sur cette plateforme? Oui, ben oui, tout à fait. En fait, le panier moyen sur Pinterest, statistiquement, il est le plus élevé de tous les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous dit. Ah, c'est ok. Le panier moyen d'un utilisateur, là, j'ai retrouvé le chiffre, il est de 50 euros. Mais j'ai vu d'autres stats où, en fait, il était autour des 100 euros. Donc, mais Ah j'avoue ouais, que c'est dur à dire, ouais. je suis plusieurs fois tombée sur ce panier moyen qui était plus élevé que d'autres réseaux sociaux. En fait, parce que, bah, par exemple, la décoration, globalement, Ça pour coûte cher. les fans, ouais, ça coûte cher. Les fans de décoration, dès l'instant qu'il s'agit d'un meuble design ou autre, puisque la catégorie art, elle est étroitement liée aussi à la décoration, et l'art intéresse beaucoup aussi sur la plateforme. Bah, une œuvre d'art, généralement, c'est pas 30 euros. Ouais, non, mais franchement, sur le coup, je j'avais pas trop de doute que tu allais me dire en effet que c'est des paniers moyens peut-être plus élevés que sur d'autres plateformes et que du coup, évidemment, si les paniers moyens sont plus élevés, la rentabilité, elle est plus facilement au rendez-vous que si les paniers moyens sont très faibles. Donc, ça, c'est Oui. vraiment à prendre en compte, je trouve, À condition quand d'être on fait de la patient. pub. À condition d'être patient, Être patient, ouais, je pense comme qu'on on l'a disait. déjà répété, il Ouais. faut être patient en organique aussi en publicité. Ouais. Niveau tracking, est-ce que Pinterest a connu les mêmes problèmes que Facebook avec la mise à jour d'iOS 14 ou ça a été moins fort? Ouais, mais ça a pas fait beaucoup de bruit. Ça a été dans une moindre mesure, je pense, parce que en Ouais. fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça a surtout impacté les audiences similaires, donc ici appelées Act Like. Et en fait, la petite astuce maintenant, c'est d'activer la correspondance avancée automatique dans l'onglet conversion. Et Mmh. en fait, bon, bah, ça permet de faire correspondre les visiteurs du site et les conversions avec des personnes sur Pinterest. OK. Et Voilà, il globalement, y a c'est pas un API de conversion comme sur Facebook, une sorte de tracking, serveur to serveur? non, pas que je sache. OK, donc c'est vraiment que du attention, c'est que du, allez, un tracking sur base des cookies? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, OK. sur la base des cookies, ouais. Ah, Ah ça ouais. peut-être que ça pourrait faire peur à ceux qui suivent un peu l'actualité parce que Google va bientôt retirer les cookies tiers, en 2023 sur Google Chrome, donc ça peut être un problème pour Pinterest. Ah, À éventuellement. surveiller, à surveiller. À voir, OK. ouais. À voir s'ils rebondissent sur autre chose, justement sur une API, ouais. Ouais. OK. Donc si iOS 14 c'était pas trop un problème, donc ça va, donc d'après ce que tu dis. Parce que parce que sur Facebook ça a Mmh. été un problème, maintenant ça va un peu mieux, ils ont fait des progrès là-dedans et même en termes de modélisation. Donc ça c'est cool et bien Oui, sûr les actes like, ça m'étonne pas trop qu'elles ont été impactées parce que, bah, ça dépend fortement de la balise Pinterest et voilà, des c'est événements ça. de conversion. OK. Bah, peut-être pour le petit mot de la fin, est-ce que pour toi, quelles sont les clés du succès sur Pinterest, pour ceux qui veulent se lancer maintenant qu'ils savent toutes les spécificités techniques de la plateforme? Ouais. Ouais, ouais. Et ben, déjà, je conseillerais quand même, même si, voilà, on peut commencer en publicité, directement, mais pour ceux qui hésitent, et ben, d'adopter une bonne stratégie déjà en organique.
parce que on sait que combiné à la publicité, ça permet d'atteindre 30% de trafic gratuit en plus, donc c'est pas négligeable, et que même quand on arrête d'ailleurs la publicité, on continue à avoir des ventes après, puisque déjà l'algorithme est lent, qu'on continue à avoir aussi du trafic sur nos épingles organiques grâce au trafic qu'on avait généré en publicité. Oui, mais après, en fait, c'est les épingles que tu as créées en publicité et qui sont maintenant visibles sur ton profil, comme tu dis, elles continuent à générer du trafic même quand tu as arrêté tes pubs, en gros. Voilà, c'est ça. Oui, elles deviennent organiques puisqu'il n'y a plus de budget dessus, oui. Ouais, mais franchement, c'est top, ça. Ça, c'est top. C'est vrai qu'on observe dans le tableau de nos campagnes, quand on met en pause une campagne, on peut se retrouver quelques temps après avec un ROS important alors qu'on a arrêté le budget. Forcément, on a le budget, on a des ventes en fait. On peut avoir des ventes sur ces campagnes qui sont en pause et qui sont attribuées. Et c'est pas rare de voir ça. Donc c'est des fois même encourageant de vouloir la réactiver finalement. Ouais, Facebook, ça fait un peu ça maintenant. Ouais. Ah oui, oui. Sinon, clé du succès, les formats longs. Sélectionner des audiences suffisamment larges, notamment en francophonie, parce que les audiences, même si l'audience est quand même près de 20 millions de personnes en France, par exemple, c'est déjà pas mal. Tester vraiment plusieurs publicités sur chaque groupe d'annonces. Maintenant, faut pas s'arrêter à une seule publicité. La vidéo, c'est quand même un format clé sur Pinterest, vidéo plutôt courte pour le cold, aussi en retargeting, mais avec des visuels aussi en retargeting, avec bien sûr répondre aux objections d'achat, pourquoi pas amener un coupon de réduction sur un visuel ou des choses comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est que sur le visuel, tu vas éventuellement mettre du texte, un coupon de réduction, une proposition de valeur, un élément différenciant par rapport au produit. Donc ça, c'est quelque chose qui finalement est fréquent en publicité, de mettre du texte sur les pubs, enfin sur les images. Oui. Alors c'est fréquent même pour les vidéos, c'est intéressant de mettre en valeur les bénéfices du produit sur les vidéos. Je ne l'ai pas dit, mais vraiment c'est important. Ouais, l'écrit est important en fait sur la plateforme. Aussi parce qu'en fait, par exemple en organique, ce qui va compter pour le référencement d'une épingle, c'est aussi bien le visuel que l'écrit. Donc les mots-clés qui sont utilisés même sur l'épingle, puisque le robot va les détecter, et dans le titre et dans la description. Et éventuellement même... Tu peux mettre des tags, des mots-clés sur l'épingle, et comme tu dis, titre, description de l'épingle, ça compte pour l'organique, mais est-ce que finalement les utilisateurs ont tendance à beaucoup lire le texte? Donc par exemple, si moi dans ma pub, je dis hey, vous en avez marre de votre déco actuelle, on vous propose une déco made in France, fait à la main. Pas mal, c'est pas mal des lecteurs. Donc il y a quand même il y a pas mal de lecteurs parce que j'ai essayé avec et sans, et globalement, il faut pas en mettre des couches, parce que il faut que ce soit visible, que dans chaque phrase soit plutôt courte, mais globalement ça interpelle bien le texte. Ouais, ça vient bien soutenir l'image sur Pinterest. Tu conseilles combien de lignes, plus ou moins de texte maximum, parce que c'est vrai que les textes sur Facebook, on peut avoir des longs et des pas longs du tout. C'est 2 lignes max. 2 lignes? Ouais, c'est très court alors. Et le texte, rappelle-moi, il apparaît en dessous de l'image, pas au-dessus. En dessous, plutôt en dessous, oui. Ouais, c'est ça. Pourquoi on est dans un format long, donc la personne arrive sur l'épingle et puis hop, peut découvrir en dessous la légende. Donc blanc sur fond noir, moi c'est ce qui fonctionne. Ça peut être une autre couleur, mais plus c'est visible, mieux c'est. Ouais, compris. Donc il y a ça, et puis voilà. Sinon l'UGC, ça fonctionne bien aussi. On peut faire des vidéos avec des call to action sous forme de faux boutons. Ça c'est toléré. Je sais pas si c'est toléré sur toutes les autres plateformes de faire des faux boutons. Oui, je peux faire. Mais voilà, globalement ça permet de quand même augmenter son taux de clic. Donc c'est important. Et bien sûr, synchroniser son catalogue produit, puisque ça nous permet d'avoir un nouvel onglet shopping sur son compte Pinterest. Donc autant en profiter, puisque globalement, ça apporte des conversions en plus. Waouh, c'était super clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas, en sachant que je suis un total novice, même si je pense que je pourrais me débrouiller vu que je connais quand même Facebook. Ça reste intéressant d'avoir eu toutes ces bonnes pratiques-là et surtout de se lancer.
Donc voilà, je pense qu'on conclura après, mais pour ceux qui auront des questions, ils pourront bien sûr nous les poser et te les poser plus en privé si besoin. Mais je veux Ça bien qu'on marche. passe aux questions de la fin, si tu es OK, ou si tu as autre chose à rajouter Oui, avant tout, de... tout à fait. Je ne sais pas si j'ai donné suffisamment d'exemples après de marques, etc. Oui, si tu veux, vas-y, donne ça, Euh, n'hésite pas. Si tu as En d'autres fait, exemples de c'est campagne ou vrai de que marques. ouais, je te parlais au tout début dans le premier épisode des marques aux valeurs fortes. C'est vrai que ce sont celles qui, de ce que j'observe, réussissent le mieux. Notamment, je pense, respect de l'humain, respect de l'environnement. Et ça se traduit par l'écologie, le body positive sur Pinterest, qui sont des valeurs vraiment fortes et qui convertissent. OK. Donc là, j'ai un exemple, c'est par exemple Shapermint, une marque Ouais, je connais. américaine de vêtements, Shapewear. Tu l'as peut-être vu aussi sur Facebook. Mm. Donc c'est ils vendent des leggings, des soutiens-gorge, des gaines, donc ça s'adresse aux femmes. Et eux, ils ont beaucoup joué sur cet aspect body positive avec des très bons résultats. En fait, sur Pinterest, c'est leur coût d'acquisition le plus faible, alors qu'ils étaient aussi beaucoup sur Facebook. Finalement, ils ont augmenté leur budget sur Pinterest avec cette logique body positive. Mhm. Et puis, moi, j'ai travaillé avec un service de décoration qui est en fait une plateforme de mise en relation avec des décorateurs et je les ai aidés en fait dans leur stratégie. Et le fait de surfer sur les événements de l'année, la saisonnalité, ça c'est vraiment un gros plus globalement pour les marques sur Pinterest. Voilà, tous les événements de l'année sont bons à prendre en amont. Avec eux, j'avais fait une opération Black Friday qui a été un carton, d'autant plus que leur panier moyen, il était de 300 €. Donc forcément, c'est pas le même retour sur investissement qu'un produit de 30 €. Mhm. Et par contre, je dirais autre chose. Donc aujourd'hui, c'est que finalement sur Pinterest, c'est plus facile de s'engager avec une boutique, par exemple Shopify. Si vraiment on n'est pas codeur, Shopify, on va pouvoir uploader le catalogue produit, la balise, elle Ouais, va je m'en être doute. mise en place. Avec une boutique WordPress et dès l'instant qu'on a des formulaires sur Typeform, il faut en passer par le Google Tag Manager et c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Les PrestaShop? Et PrestaShop, jamais essayé, mais je sais qu'il y a un plugin spécial pour Ok. Pinterest. Donc, Ouais. a priori, on traque tout aussi. Ça va, c'est hyper clair. Bon, bah, voilà, si tu veux, on peut passer aux questions de la fin pour conclure. Bah, Les tout à questions fait. habituelles que je pose à tout le monde, dont la première, bah, est-ce que tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs? Ouais, alors ça serait moi plutôt des sources d'inspiration. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, j'ai été pas mal en recherche de modèles féminins, Mhm. surtout bah, là dans la niche du e-commerce, hein, il n'y a pas énormément de femmes, et des modèles d'outsiders, de personnes sorties du sérail, des écoles de commerce, start-up, levée de fonds. Donc, je suis parfois en recherche de ces modèles-là. Dernièrement, je suis tombée sur le livre de Sofia Amoruso qui s'appelle Girl Boss. Alors, au départ, je me suis dit que ça allait être un Ah peu oui, ce fameux livre, ouais, j'ai déjà entendu. girly. Je me suis dit la couverture rose, etc. Mais pas du tout. Finalement, ça m'a bien plu. C'est l'histoire réelle d'une Américaine qui a fondé la marque Nasty Gal en partant de rien. Et elle est partie en fait avec une logique de blog et de boutique sur eBay de vêtements vintage. Donc ça raconte un peu son parcours et finalement on se rend compte que ce qu'elle a formé, c'est surtout une communauté forte autour de cette marque-là. Donc c'est Donc le ça, livre Girl Boss, parce qu'il y a un hashtag Girl Boss sur Instagram. Est-ce que c'est lié à ce livre ou c'est un dérivé ou... impossible. Je t'avoue que j'ai pas fait attention. Je suis Je sais peut-être pas. pas suffisamment présente sur Instagram, Ok. mais possible. Je sais pas. Ouais. Si éventuellement c'est le cas, ben ça contribue à cette communauté qui a voulu créer peut-être. Et puis, bah sinon, côté YouTube, j'aime bien les vidéos qui sont faites par la marque, par la chaîne Founder Magazine. Ah, trop bien, ouais. Et ouais, surtout dernièrement, j'aime pas mal les vidéos de Greta Van Riel. Je sais pas si Ouais. je le prononce bien. C'est une e-commerçante australienne qui a fondé plusieurs marques à succès. Et bah, je trouve que c'est un format C'est dynamique. quali, ouais. C'est que pour C'est apprendre l'e-commerce, c'est quali, je trouve. Voilà, ouais, c'est un condensé. Ils partagent des astuces, des stratégies, les meilleures apps du moment sur Shopify. Donc, ouais, c'est bien fait. Ça marche. Et puis podcast, tant qu'à faire, moi j'en ai plusieurs sur le marketing. Alors le tien, bien sûr, Merci, c'est parce gentil. que je le suis.
Et le Super Daily, j'aime bien aussi. Voilà, j'écoute de temps en temps. Oui, sympa. Pour l'actualité, je trouve que c'est un bon podcast. Oui. Ok, merci beaucoup. Niveau outils, est-ce que tu as 2-3 outils à nous partager là, que toi tu utilises dans ton quotidien de marketeur? Oui, alors j'utilise beaucoup Trello pour organiser mes journées dans la semaine. Je sais que c'est pas forcément une utilisation qui est peut-être courante, mais j'ai une colonne pour chaque jour, en fait, avec un système de blocs, tu vois, de code couleur. On peut facilement faire glisser les différentes cases. Et puis Trello, je m'en sers aussi avec mes prestataires, avec la méthode Kanban. En gros, on a une colonne nouveau, en cours, terminé. Puis voilà, on fait glisser les éléments classiques. Ensuite, Canva, parce que je t'en parlais, c'est vrai que pour tout faire au niveau des visuels, que ce soit les visuels sur Pinterest, une bannière pour Facebook ou autre, hein, c'est vraiment top. Miniature sur YouTube, j'ai fait ça dernièrement. Et puis Metricool, que j'ai découvert, qui est un outil pour publier sur les réseaux sociaux. Et sachant que en version gratuite, on peut mettre, là j'ai dû mettre 4 ou 5 réseaux sociaux dessus. Ok, j'avais déjà entendu le nom, mais j'avoue que je me suis jamais intéressé en termes d'utilisation, mais je le vois passer sur les réseaux parfois. Voilà, ouais. Donc j'utilise ça dernièrement et je trouve ça pas mal. Ok, super, merci beaucoup. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver surtout et te contacter en cas de besoin pour savoir plus sur toi et tes formations? On peut me retrouver sur mon site nataliedelot.com. Voilà, sur Pinterest, bien sûr, évidemment. Ouais, bien sûr, bon, même si Pinterest, c'est pas forcément la plateforme à laquelle on pense quand on veut contacter les gens. Donc, par exemple, nous, on est rentré en contact sur LinkedIn. Je suis présente sur LinkedIn. Et puis, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nathalie Delot et je publie une fois par semaine sur la thématique de Pinterest et du e-commerce. Génial. On mettra tout ça dans les liens. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Top, super. Écoute, merci beaucoup Nathalie, c'était super. Si tu as des questions, voilà, je pourrais y répondre sur Pinterest en tout cas. Ouais, j'allais dire, faut pas hésiter, pour ceux qui ont des questions, vous les posez à Nathalie sur LinkedIn ou par mail ou encore où vous voulez. Oui, exactement. Bon, merci beaucoup Nathalie et je te dis à très bientôt. Je te remercie Danilo, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette masterclass sur Pinterest jusqu'au bout. Vous avez pu découvrir avec nous le potentiel de la plateforme à la fois du point de vue organique et publicitaire. J'espère que ça vous a donné envie de vous créer un compte Pinterest, créer du contenu et lancer des campagnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez besoin d'aide pour votre acquisition digitale. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous conseiller. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Rendez-vous Marketing.